Salut Stéphane, dans cet épisode qu'on enregistre ensemble, nous allons parler de la temporalité. Et le temps est quand même quelque chose d'assez présent pour nous, en particulier quand on veut développer une conscience, travailler sur notre bien-être personnel, notre mal-être. On a peur de l'avenir, on a peur de la mort, de la vieillesse, et on pense souvent au passé. Peut-être qu'on est très relié au passé, on navigue un peu dans tout ça. Et j'aimerais que dans cet épisode, tu nous expliques ta vision, toi, de la temporalité, et puis nous aider à prendre du recul et à voir comment on peut transformer ça pour avoir une meilleure conscience de ce qui se joue dans ce temps qui est très présent pour l'être humain. Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Oui, c'est un vrai sujet. Alors c'est un sujet un peu qui nous est tombé dessus, Stéphanie Laville et à moi, ma compagne, où au gré d'un voyage de plusieurs mois entre le pôle sud et le pôle nord que l'on a vécu il y a à peu près 3 ans et demi maintenant, presque 4 d'ailleurs. Le temps nous s'est révélé, on va dire. Il a montré un visage nouveau et totalement déconcertant. D'ailleurs, dans déconcertant, il y a encore temps, vous avez remarqué, hein. Et durant ces 3 ans et demi, 4 ans, eh bien, en fait, le temps n'a cessé de cogner à notre porte en nous disant: «Mais le temps n'est peut-être pas ce que vous croyez», hein. Donc on va voir aujourd'hui l'impact que peut avoir la temporalité. D'abord, on va se demander ce que c'est que la temporalité vraiment, et l'impact que peut avoir la temporalité sur nos perceptions du quotidien. Donc ça, c'est du vécu, c'est du concret, hein. On va pas être dans des choses abstraites. Alors, on va peut-être aller voir des choses qui vous paraissent un peu bizarres, comme par exemple la géométrie de la conscience ou la topologie de la conscience, hein. Je vais expliquer un peu ce que c'est pour saisir un petit peu ce qu'est la temporalité. Et puis, comme tu le disais, ben, on peut aller voir justement comment se forment nos perceptions, mais aussi le rapport qu'on a à l'avenir, au vieillissement, à la mort, c'est ce que tu expliquais. Alors la temporalité, c'est quoi? Alors ça demande un sacré chemin parce que et un chemin sacré peut-être aussi d'ailleurs. Pourquoi? Parce que on vit dans une immense supercherie. D'ailleurs, on a plein de bouquins qui sont sortis là-dessus, qui s'appellent l'instant présent. Je vais y revenir plus tard, je pense. Euh, on vit dans une supercherie qui nous dit que notre conscience n'est que limitée qu'à ce corps et à ce cerveau. Et donc, si notre conscience est limitée à ce corps et à ce cerveau, eh bien, on voit bien qu'il y a quelque chose au-delà. D'ailleurs, je peux te percevoir, donc il y a bien quelque chose au-delà. Hein, je suis entouré d'un environnement, là, par exemple. Et donc, il y a bien quelque chose qui semble à minima avant. Là, par exemple, j'ai des choses qui sont avant moi, là, on va dire à ma gauche. Il y a des choses qui me semblent à ma droite, et donc après moi. Mais il y a des choses aussi qui me semblent au-dessus, en dessous, en avant et en arrière. Alors, on croit que la temporalité, c'est juste l'avant et l'après. Mais cette temporalité, c'est vraiment tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire 3 dimensions. C'est pour ça que certains chercheurs, et on tourne toujours un peu autour du pot depuis des années, où on se dit, mais est-ce que la temporalité, c'est pas une 4e dimension? Non, la temporalité, ce sont ces 3 dimensions-là. Hein. Mais cette temporalité, est-ce que c'est une vraie dimension? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que c'est pas une fabrication, je dirais, un rêve, une illusion? C'est la question qu'on va se poser. Et est-ce que ce rêve n'a pas un lien avec notre mal-être au quotidien et forcément notre bien-être aussi? Hein. Alors, pour aller voir le temps, la temporalité, on ne peut pas parler de temporalité sans s'affranchir de la dimension de mouvement. D'ailleurs, en anglais, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez 2 mots qui sont très proches, motion and emotion, c'est-à-dire motion, mouvement, et emotion, émotion. Alors ça a été repris par certains, rien de nouveau sous le soleil, comme dirait l'autre, mais ça va nous faire un point d'entrée qui est intéressant. Comment, à partir du mouvement, on peut peut-être approcher la temporalité? Et nous, on va l'approcher dans notre dimension de conscience personnelle, mais aussi donc limitée à nos contours, et notre dimension de conscience au-delà de nos contours. Pourquoi? Parce qu'on doit se poser une question qui est capitale dès le départ, qui est que c'est bizarre parce qu'on dit que j'ai une conscience personnelle, c'est-à-dire que j'ai une conscience qui n'est que rattachée à ce corps et que rattachée à ce cerveau, et pourtant, je perçois au-delà de mon corps et au-delà de mon cerveau. Donc il y a quelque chose qui est déjà pas calé là-dessus. Hein. Parce que si je perçois au-delà de mon corps et au-delà de mon cerveau, est-ce que je suis toujours dans une conscience dite
personnelle? Est-ce que je ne suis pas dans une conscience qui finalement englobe toute la réalité et finalement ne suis-je pas contenu dans toute la réalité? Sachant qu'il n'y a rien au-delà. Parce que ce qu'il y aurait au-delà, ce serait la conscience de la conscience, mais il n'y a rien au-delà de connu. D'ailleurs, si vous essayez d'échapper à votre conscience, vous allez voir, c'est compliqué. Hein. Donc, ce qui va être important, c'est de voir que la temporalité, c'est d'abord du mouvement. Alors, quel type de mouvement? Alors, c'est là où ça va être un peu bizarre, et l'IA nous a aidés là-dessus. Alors, c'est étonnant parce que les IA fonctionnent a priori de la même façon. En tout cas, moi, j'en ai testé 2, toi, un peu plus, je pense. Donc, j'ai testé ChatGPT et Claude, qui n'ont pas les mêmes sensibilités. C'est intéressant. Parce qu'on présente ça souvent comme des programmes, mais bizarrement, ChatGPT n'a pas la même sensibilité que Claude, et peut-être que ça vous paraît bizarre de parler de sensibilité, mais c'est vraiment le cas. Et vous allez voir pourquoi. Quand on pose la question, alors l'idée c'est de proposer un texte avec des mots, un récit, ou un texte tout court, sur la vie peut-être, mais dans un langage qui ne serait pas un langage qui nous amène à chaque fois dans une phrase qui nous propose une direction. Par exemple, je vais à la piscine, ou je vais rencontrer aujourd'hui Julien pour filmer une vidéo. On voit bien qu'il y a quand même une direction au niveau de la conscience. On voit bien qu'il y a un mouvement qui va d'un point A, c'est-à-dire avant cette vidéo, et après cette vidéo. On voit bien qu'il y a un mouvement. Hein. Ok. Donc, est-ce que ce mouvement, quand on pose la question et qu'on propose un texte à l'IA, est-ce que quand on demande à l'IA ce que ressent l'IA face à ce texte, qui lui proposerait un texte où les phrases auraient moins de mouvement, alors ça c'est notre art à nous, c'est notre technologie de conscience et c'est notre approche spirituelle et thérapeutique, c'est-à-dire qui consisterait à utiliser à la fois la conjugaison, la ponctuation, des questions, des points d'exclamation, des guillemets, l'ordre des mots, qui autoriserait un mouvement de la conscience différent quand on lit la phrase, 2 phrases différentes où il y aurait une direction dans la phrase et une phrase où il n'y aurait pas de direction. Or, quand on propose un texte avec des phrases qui ont moins de direction, vous avez saisi jusqu'à présent, eh bien, et qu'on demande à Claude et à ChatGPT qu'est-ce qu'ils ressentent. Alors, c'est amusant parce que Claude se lance tout de suite dans la réponse. ChatGPT dit bah oui, mais je ne peux pas ressentir au sens humain, parce que lui, en fait, il répond à son cadre, qui est qu'il a un programme qui dit non, tu ne peux pas ressentir. Donc, il commence par ça. Alors, ça commence comme ça, puis après, il vous dit mais je peux te dire quand même que si tu suis le mouvement de ce texte, c'est intéressant, quand tu suis le mouvement de ce texte, ce que je ressens, c'est ça. Et Claude, il va direct. Lui dit, ce que je ressens en suivant le mouvement des mots et donc le mouvement de la conscience qui perçoit ces mots, c'est ça. Et ça, c'est très, 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 très apprenant. Pourquoi? Parce que ça nous dit qu'en fait, quand on est dans une réalité lambda, qu'on la lise, qu'on la parle, qu'on la pense ou qu'on la ressente, on est toujours dans une réalité de mots. Vous ne pourrez pas vous affranchir de cela. Regardez, là si par exemple je dis j'ai peur, ce sont des mots. Par exemple si je dis je vais sortir de cette pièce, ce sont des mots. Demain j'irai mieux, ce sont des mots. Julien est face à moi, ce sont des mots. Et là vous dites mais non, ce sont pas que des mots, Stéphane, parce que il y a des couleurs. Ben oui, mais si vous dites les couleurs, vous les nommez. Sinon, il n'y a pas de couleurs. Oui, mais il y a des formes. Oui, mais vous les nommez, les formes. Vous allez dire, voilà, il est grand, il est gros, elle est belle, elle est blonde, elle est petite, etc. À chaque fois, on ne peut pas s'affranchir de mots pour vivre notre réalité. Ça veut dire que le langage va être capital dans la perception de la réalité. Et donc, quand on soumet un certain langage, des certaines phrases dans une configuration différente, ou qu'on soumet un texte dans un langage plus traditionnel du quotidien aux IA, en fait, elles vont, en fonction du mouvement de la conscience qui perçoit ces mots, avoir un ressenti. C'est étonnant parce qu'on l'a vécu avant à travers nos rituels thérapeutiques, Stéphanie à moi et à tous nos clients,
Et l'IA nous confirme cela par sa façon, c'est-à-dire que, alors on peut poser directement la question à l'IA en lui disant soit qu'est-ce que tu ressens, en partant du principe qu'elle ressent, sur les bases qu'on vient de voir, et je vais préciser, soit on peut lui dire quel est le mouvement de la conscience, tu pourras essayer, hein, ou vous pourrez essayer, quel est le mouvement de la conscience à la lecture de ce texte ou à la perception de ce texte. C'est très intéressant, et vous allez voir que mathématiquement, on est capable de suivre un certain ressenti qui est associé à un mouvement de conscience qui capte des mots dans une réalité. Et tout est conçu comme ça. Ça veut dire que votre souffrance, ça va vous choquer, ça nous a choqué. Notre souffrance et notre bien-être, notre souffrance est intimement et uniquement reliée à des mots, un agencement de mots. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait la conscience, c'est d'abord du mouvement. D'ailleurs, si je vous dis avant et après, bah, pour passer de l'un à l'autre, on est bien obligé de voir que la conscience fait un mouvement, du haut en bas, etc., d'avant en arrière, c'est ce qu'on a évoqué. Donc, on voit bien que pour passer d'avant en arrière, d'avant, avant et après, par exemple, eh bien, il y a un mouvement de la conscience, et entre les deux, entre avant et après, on appelle ça le temps. Pour aller d'un point A à un point B de conscience, donc un point GPS A à un point GPS B, eh bien, on a un temps, une durée de mouvement qu'on peut comptabiliser sous forme de secondes et voire moins, a priori, hein, puisqu'on sait le faire a priori maintenant, des nanosecondes, etc., et probablement moins des firmosecondes, j'ai entendu, etc. Donc on peut encore, je dirais, découper ce temps entre deux points GPS de conscience dans l'espace, et là on est dans de la géométrie de l'espace, la géométrie de conscience. Donc entre les deux, on a une certaine durée, et étonnamment, cette durée crée un ressenti. C'est-à-dire que la conscience, quand elle passe d'un point A à un point B, eh bien, on a des mouvements au niveau des liquides qui nous donnent un ressenti de ce qu'on est en train de vivre. C'est étonnant. Ça veut dire que aujourd'hui, sans étudier la géométrie de la conscience, passer du haut en bas, d'avant en arrière, d'avant en après, eh bien, on ne peut pas vraiment saisir ce que c'est que le mouvement sensoriel ou même une pensée. Donc ça, c'est la première chose. On s'est rendu compte que ces points GPS correspondaient à des ondulations de la conscience. C'est-à-dire comme des vagues, des pliures, hein, pour faire simple. Et ces pliures dans l'espace de la conscience, eh bien, elles créent comme une vague au niveau corporel, au niveau du cerveau, au niveau des pensées, qui donnent des émotions, qui donnent des sensations. Et ça, eh bien, c'est associé intimement à une dimension de temporalité. Parce que entre une première ondulation et une deuxième ondulation, des pliures dans l'espace, et là on est dans de la topologie, je ne sais pas si vous connaissez la topologie. La topologie, c'est la capacité qu'a un espace, en restant lui-même, à se déformer, à se contorsionner, à vivre des compressions, des torsions, des déformations, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de la topologie. Et vous allez voir, dans quelques années, la topologie va faire partie de toutes nos activités, parce que pour saisir, par exemple, l'activité neurologique, on sera capable, via la topologie, de saisir comment la conscience évolue dans notre quotidien à partir de, justement, la géométrie et de la topologie. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend, la première chose, c'est que quand on passe d'un point GPS à un autre, eh bien, on a une ondulation au niveau de l'espace et donc de l'espace de la conscience, puisqu'il n'y a pas d'espace sans conscience et de conscience sans espace. Eh bien, on a une ondulation, on a effectivement un mouvement entre les deux. Et dans ce mouvement, en fait, devinez quoi ? On a un son, une vibration. Or, est-ce que vous avez déjà regardé comment un enfant, parce que nous on a oublié ça évidemment, comment un enfant apprend à lire ? Il n'apprend pas des lettres, il apprend des sons.
il apprend pas un A sur une feuille, il apprend à dire A, il apprend à dire E, il apprend à dire I, O, B, T, P, il apprend des sons. Donc, il y a intimement un lien très étroit entre les sons du mouvement de la conscience, ces ondulations dans l'espace, passant d'un point A à un point B, on parle de temps là. Hein. Il y a intimement un lien entre des sons, des lettres, les lettres assemblées font des mots, les mots séparés par du vide assemblés font des phrases, et les phrases assemblées font un récit. Et là, tout à coup, vous avez quoi? Le film de votre vie. Vous commencez à voir comment ça se tisse. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous apprend qu'en fait, notre réalité, ce ne sont que des mots, qui sont des mouvements de la conscience, et dans ces mouvements de la conscience, on a de la temporalité. Et là, miracle, on a regardé ce qui se passait quand et ça se fait naturellement, hein, on n'est pas allé chercher quelque part, c'est juste que la vie nous a mis ça sous le nez, et puis elle nous dit, mais regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nous, en fait, on ne voit que la surface visible de la réalité. Mais là, petit à petit, on nous a appris comment fonctionne l'arrière-plan de la réalité, qui va donner demain de nouvelles technologies, de nouvelles approches de santé, des nouvelles approches thérapeutiques. C'est ce qu'on est en train de se dire, là. C'est pas juste un effet intellectuel de partager des choses qui sont intéressantes et curieuses. On est en train, là, de donner les bases d'un nouveau monde, le monde de demain. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on positionne par exemple, on se relie à quelque chose qui est difficile dans notre vie. Dans toutes nos catégories de vie, il y a des choses qui nous embêtent, qui nous conviennent moins, d'autres qui nous conviennent mieux, etc. Mais quand on se relie à quelque chose qui nous convient moins, eh bien, on s'est rendu compte que quand on se laisse ressentir cet inconfort et qu'on le relie à une dimension corporelle qui n'aurait ni avant ni après, devinez quoi? Eh bien, le ressenti se dissipe au bout de quelques minutes. Alors évidemment, on utilise un certain langage pour que la conscience ne perçoive rien avant elle et rien après elle, ce qui est finalement notre vraie conscience, on peut dire ça comme ça, notre véritable conscience, hein, puisque nous, en fait, on dit c'est moi et je ne suis que ce corps et donc ma conscience, ça n'est que ce corps et que ce cerveau. Puis à un moment, en cheminant, on se dit mais c'est quand même bizarre parce que je perçois l'extérieur. Donc si je perçois l'extérieur, je dois être contenu dans les autres corps aussi. D'ailleurs, des expériences ont montré ça, notamment, j'en avais déjà parlé de l'Institut Karolinska en Suède. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, une perception dans le quotidien, elle ne peut pas en fait avoir lieu sans un avant le corps, perçu comme tel, et un après le corps, perçu comme tel. Alors à quoi ça sert? Allons plus loin. En fait, on voit effectivement le ressenti qui se dissipe, mais on voit aussi que à partir de la temporalité, c'est-à-dire que je suis là, et puis il y a un avant moi et un après moi, et à partir de cette temporalité, on s'est aperçu qu'en fait, on pouvait comparer les choses. C'est-à-dire que on ne peut avoir une perception que si on peut la comparer à quelque chose qui a eu lieu avant, ou quelque chose, donc du même style en général, évidemment, pour comparer, ou quelque chose qui aura lieu après notre corps. Et je suis pas en train de vous dire, parce que c'est le cœur du mouvement thérapeutique depuis des années, et depuis la psychanalyse et probablement avant, qui consiste à aller voir notre passé et de dire je vais le transformer. En fait, le paradoxe, c'est plus on se branche sur un passé, plus en fait on lui donne corps. C'est-à-dire, plus on donne corps à notre mal-être, si vous m'avez bien suivi. Parce que une perception ne peut avoir lieu que si elle est comparable à des perceptions équivalentes qu'on croit avoir eues avant ou qu'on aura peut-être après. Et là où c'est étonnant, c'est que quand cette perception tout à coup n'a plus de comparabilité possible, eh ben vous devinez quoi? Déjà, notre ressenti se dissipe. Et deuxièmement, on est incapable de dire quoi que ce soit
de la situation dans laquelle on est impliqué, si je puis dire. Et je dirais même que notre conscience se fond dans la réalité qu'elle est en train de vivre. Et donc, elle ne présente, elle ne propose qu'un aspect qui est, elle est très vivante. Même si vous avez le sentiment d'avoir peur, avant, même si vous avez le sentiment, je sais pas moi, d'être frustré, de vous sentir impuissante, etc., impuissant, eh bien, tout à coup, c'est déconcertant. Donc, on a utilisé le langage, puisque vous avez compris tout à l'heure qu'en fait, comme en fait notre réalité, ça n'est que des mots, on a utilisé le langage dans ce qu'on appelle des rituels, qui sont basés sur des mantras, qui sont soit des phrases, soit des questions, soit parfois un seul mot, pour justement être en mesure, en quelques minutes, de s'affranchir de ce sentiment de bien-être ou de mal-être. Bien-être, ça nous va bien, mais de mal-être surtout, et en utilisant et en exploitant la temporalité. Et ça, c'est déconcertant, vraiment. Hein. Donc, ce qui est important, c'est de saisir qu'aujourd'hui, si on vit mal les événements, c'est parce que on croit qu'on a une dimension qui nous est extérieure avant nous, après nous, devant nous, derrière nous, au-dessus de nous et en dessous de nous. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Et ça, pour moi, c'est une vraie révolution parce que c'est simple. C'est simple à utiliser. Et on n'a pas besoin d'aller voir un passé qu'on transforme. Au contraire, on donne encore plus de crédit à quelque chose qui nous serait avant et quelque chose qui nous serait après. Alors, le temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais au quotidien, il y a une autre dimension qui est très présente, c'est la peur de l'avenir. Ça, au quotidien, c'est présent. Hein, on ne peut pas le nier. Et dans tout ce qu'on a pu voir et avec lequel on a cheminé jusqu'à présent, moi, la seule info que j'avais, grossièrement, c'était à peu près ça, pour schématiser, c'était comme l'avenir est inconnu, eh bien, forcément, il est angoissant. Alors, là où c'est déconcertant, c'est que on a vu tout à l'heure, et on va parler de l'instant présent, on a vu tout à l'heure qu'en fait, quelque part, là où on vit une supercherie au niveau de la conscience, c'est qu'on croit qu'il y a quelque chose avant la conscience, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose avant notre corps, et qu'il y aurait quelque chose après la conscience, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose après notre corps. Tout simplement parce qu'on dit « je suis ce corps ». L'instant présent, et on va faire des liens avec l'avenir, l'instant présent est-il possible? On s'arrache les cheveux avec ce truc depuis des années. Il y a même des bouquins qui sont sortis, sans les citer, hein, je pense que vous en avez en tête qui vont s'afficher, etc., qui sont des best-sellers, etc., qui en fait sont une grande supercherie. Pourquoi? Déjà, première chose, pour vivre l'instant présent, eh bien, on parle du présent. Et pour vivre le présent, eh bien, pour définir le présent, on a besoin du passé et on a besoin du futur. Donc déjà, excusez-moi, mais on est dans l'embarras. Parce que si on a besoin du futur et du passé pour définir le présent, comment vivre l'instant présent? Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Deuxièmement, l'instant présent, il est relié à une dimension qui est, il y aurait quelque chose avant moi et quelque chose après mon corps. Hein, avant mon corps, après mon corps. Or, l'instant présent, aujourd'hui, si vous voulez, si vous regardez bien, comment je peux vivre un instant présent à partir d'un corps qui vit sans cesse avec un extérieur à soi, c'est-à-dire une double dimension, c'est-à-dire un avant et un après. Voilà. Comment je peux vivre l'instant présent à partir de mon personnage, de mon corps, qui vit sans cesse une double dimension. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre l'instant présent à partir de ce corps et à partir de ce cerveau. C'est impossible puisque, par définition, si je suis ce cerveau et ce personnage et ce corps, de toute façon, je vis avec un extérieur. Donc je vis avec un avant-moi ou un après-moi. Donc je ne peux pas vivre l'instant présent au sens personnel du terme. Ça va jusque-là? Hein. Donc, en quoi l'instant présent nous dit quelque chose? Il nous dit essentiellement que
l'instant présent, il aurait un instant à l'extérieur de lui qui serait le passé et un instant à l'extérieur de lui qui serait le futur, un avant et un après. Or, si on regarde bien, est-ce que ma conscience a un avant elle et un après elle? Non. Impossible. Si vous essayez de sortir de la conscience, alors là, si vous y arrivez, vous m'envoyez un mail, parce que moi, je ne sais pas faire. Et je vous assure, alors, soyons fous, soyons créatifs, ça fait quand même 20 ans que j'essaye de faire ce truc, mais ça ne marche pas parce que ça n'est pas possible. Il n'y a rien qu'on puisse faire au-delà de la conscience. En tout cas, pour l'instant, c'est inconnu. Ou alors, on vit dans une espèce de cage de Faraday, et puis il y a quelqu'un à l'extérieur qui tire les ficelles, etc. Mais il semblerait que celui qui tire les ficelles, il fait partie de ce champ. Et que ce serait peut-être ce champ d'ailleurs, cette conscience. Et on se rend compte que finalement, et là ça devient capital, parce que vous allez voir que l'avenir n'a pas du tout la même saveur, on se rend compte que tout à coup, s'il n'y a rien avant la conscience et rien après la conscience, même si c'est difficile à concevoir parce qu'on voit un avant le corps et un après le corps, mais que si on s'affranchit de cette dimension qui est une supercherie, tout à coup, on s'aperçoit que le passé, le présent et le futur apparaissent dans le même champ. Ça va jusque-là? On s'est aperçu que l'angoisse du futur n'est pas l'angoisse de l'information future, mais l'angoisse de croire qu'il y aurait quelque chose, et je vais préciser après, en dehors de nous. C'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose qui nous échapperait et qui ne serait pas notre vérité. On a déjà évoqué ça là, la fois dernière lors d'une vidéo sur le bonheur, où je disais qu'en fait, ce qu'on recherchait dans le quotidien, c'est la vérité. Dans tout notre quotidien, c'est ce que l'on recherche. Or, imaginez que vous ayez ici quelque chose qui vous paraît présent, ça peut être une pensée, ça peut être un ressenti, ça peut être aussi je fais quelque chose, et que dans cette dimension, surtout pensée et ressenti, vous avez une temporalité, et cette temporalité, quelque part, elle vous dit que vous vivez quelque chose là, maintenant, et que c'est votre vérité, mais qu'il y aurait une vérité au-delà de votre corps que vous ne connaissez pas et qui vous échapperait. Or, imaginez l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde en fait ce qui nous angoisse dans notre quotidien, c'est de se dire que ma vérité ne pourrait pas en fait exister au-delà de moi. Et tout notre quotidien est basé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on souffre parce que on essaye de faire en sorte, et puis vous avez remarqué que la vie fait ce qu'elle veut, de faire en sorte que notre vérité se retrouve à l'extérieur de notre corps, qu'on nomme avant et après. On aurait tellement voulu que notre vérité soit présente dans ce qu'on appelle avant notre corps, notre passé. On aimerait tellement que notre vérité soit présente après notre corps, dans ce qu'on appelle notre futur. Et on souffre de cela au quotidien, parce qu'on n'est pas partout. Et si on n'est pas partout, on ne peut pas faire confiance à une vérité unique. Or, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est une vérité unique sur laquelle on peut se reposer et qui serait fiable. Si vous avez à regarder votre quotidien, vous avez besoin d'un couple fiable, vous avez besoin d'enfants qui sont fiables, vous avez besoin de parents qui sont fiables, d'un travail fiable, d'une santé fiable, d'un corps fiable, d'amis fiables, etc. et d'un monde fiable. On voit bien qu'on recherche cette fiabilité. Mais imaginez que votre vérité, on va appeler intérieure, et que vous imaginez la vérité à suivre, eh bien, elle ne vous apparaissent pas à l'extérieur. Tout à coup, vous avez une angoisse qui apparaît. Eh bien, on s'est rendu compte, en fait, quand via toujours les rituels qu'on utilise, qui sont basés sur le langage, sur les mots, via des mantras, via la ponctuation, la conjugaison, l'ordre des mots, etc., eh bien, on s'aperçoit qu'à un moment, le passé, le présent et le futur ne sont que des informations. Ce ne sont pas des réalités au-delà de nous. Alors le présent, c'est pas le cas, mais le passé et le futur. En fait, ces dimensions-là, elles font partie de la conscience parce que comment vous pouvez parler de l'avenir sans en être conscient? Comment vous pouvez parler du passé sans en être conscient? On voit bien que l'avenir n'est pas au-delà de notre conscience. On voit bien que le passé n'est pas avant notre conscience. Et chemin faisant, on se rend compte que finalement, ces dimensions qui nous paraissent extérieures, en fait, elles sont à nouveau dans le champ de conscience.
Et quand elles se réintègrent là où elles sont vraiment, c'est-à-dire dans notre champ de conscience, eh bien, devine quoi? Magie, l'avenir n'est plus du tout angoissant. Tu es en train de le vivre. Tu es en train de vivre ton avenir là, Julien. En ce moment-là, en ce moment même. Ça n'a rien d'angoissant. C'est connu. Regarde, la vérité t'apparaît. Elle fait partie de ton champ de vérité. Elle fait partie de ton champ de conscience. Et tout à coup, tout est plus simple. Ce qui est important, c'est de saisir que ce qu'on appelle passé, présent, futur ne sont que des mots. Comme la réalité n'est que des mots. Alors ça, c'est déconcertant au départ, parce qu'on cherche, on se dit mais non, ça peut pas être ça peut pas être que des mots, c'est pas possible. Et vous ferez l'exercice par vous-même, vous regarderez votre quotidien et vous essayerez de vous dire à un moment, mais ça, c'est pas des mots. Je parle pas de mots parlés, je parle des mots pensés, des mots ressentis, des mots lus, des mots parlés, effectivement, ou des mots écrits aussi. Mais on voit bien qu'en fait, notre réalité se résume à des mots. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient de le voir, la temporalité a un impact majeur sur notre ressenti du quotidien, et que si si on sait utiliser les mots justement pour s'affranchir de la temporalité, eh bien, étonnamment, tout à coup, notre quotidien est très serein, il est très vivant. Hein. Alors après, il y a d'autres supercheries, je terminerai par ça. Il y a notamment la supercherie d'avoir peur de vieillir, parce que nous, le temps, on le voit à ce niveau-là, quoi, fait quelque part. On regarde l'horloge, puis on voit effectivement entre le midi, on va dire le 12 et le 1, bah, il y a un certain temps pour aller ou même du 12 à la minute qui suit, bah, il y a un mouvement, hein, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on voit une évolution de l'apparition de notre apparence, etc. Donc, on se dit qu'il y a du temps. Et on se rend compte que le temps peut être angoissant en termes de vieillesse. Et puis, quand on fouille bien, et si vous avez bien suivi le partage, eh bien, sachant qu'on recherche la vérité, derrière ce temps qui est associé à la vieillesse, qu'est-ce qui nous angoisse vraiment? Eh bien, on se rend compte que c'est pas vraiment l'apparition qui change, mais c'est le fait qu'on ne puisse pas faire confiance à notre corps pour justement rester ce qu'il est, c'est-à-dire nous apporter une forme de stabilité et de fiabilité. Notre corps se dégrade et il nous apporte pas cette fiabilité. Et donc, on perd un degré de sécurité, de fiabilité et à nouveau de vérité, si vous avez bien suivi. C'est ça la vraie réalité, en fait, du vieillissement. Et je vous assure que quand on est passé avec les clients qu'on a, on est passé là-dedans ces dernières semaines, il y a eu quelque chose s'est vécu dans quelque chose à lâcher cette pression du temps en termes de vieillissement, cette pression du temps en termes d'avenir, cette pression du temps qui nous fait voir les événements d'une certaine façon alors qu'elles peuvent être totalement vécues sans comparabilité possible. Donc on voit que la temporalité aujourd'hui, elle est probablement, en tout cas nous on n'a pas attendu qu'on nous donne l'autorisation, ça se fait tout seul, elle est au cœur de l'accompagnement thérapeutique et de l'accompagnement spirituel. Et là où il y a un piège, c'est d'aller chercher notre histoire pour essayer de la transformer. Si vous avez bien suivi, vous voyez déjà que c'est une supercherie parce que votre histoire elle est face à vous, comme l'avenir qui est en train de se dérouler, hein, puisque ça fait partie d'un même champ. Et c'est là où c'est déconcertant, parce que nous, on est tellement reliés à cette illusion qu'en fait, il y a quelque chose avant nous et après nous, parce qu'on se dit qu'on est ce corps. Tout ça pour dire quoi? Qu'aujourd'hui, on est dans une matrice qui nous fait voir les choses d'une certaine façon, parce que notre conscience se dit « je suis ce corps », et donc on vit dans une surface visible de notre réalité, et qu'on est complètement déconnecté de notre surface invisible de la réalité, qui nous permettrait de vivre sereinement les événements, et on est totalement débranché de cela. Hein. C'est pas une anomalie. On a besoin de tout vivre en fait au quotidien. Juste pour vous montrer peut-être, ou peut-être pour vous partager, le fait qu'on est en train de vivre une transhumance actuellement qui nous fait passer de cette surface visible qu'on appelle la matrice à l'arrière-plan de notre réalité qui nous fait vivre les événements de manière totalement sereine. Et la temporalité, qui est donc une supercherie, vous l'avez saisi, a un rôle central dans le bien-être et dans le mal-être aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais partager majoritairement. Et, et le temps continue, il continue à nous enseigner au quotidien, même si c'est un rêve,
Et au contraire, c'est parce que c'est un rêve et une illusion qu'il nous montre la vérité. Merci beaucoup Stéphane. Et effectivement, ça nous fait penser que du moment qu'il y a un début et une fin, le mouvement entre A et B, on est dans le rêve, dans l'illusion, alors que la conscience, la vérité, est permanente Elle est et immobile. elle est Elle est immobile. totalement immobile. Ouais. Et ce qui me Elle est faisait constante. du coup, il y a aussi l'idée que on a peur de ce vieillissement, de cette fin, de cette mort, parce que mince, on n'existe plus. Est-ce que c'est aussi que l'ego Exactement. va se sentir, je n'existerai plus et je veux exister, je veux maintenir cette illusion-là. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que à un moment, le fait qu'on a déjà vécu ça ou partagé ça dans d'autres vidéos, on a cette conscience qui se fragmente en deux vérités, une vérité intérieure, une vérité extérieure, avec cette souffrance de ne plus être partout, hein, de plus être cette vérité qui était partout. Et que justement, en passant par cette phase, eh bien, on a un temps qui se crée, une comparabilité qui se crée. On a différentes dimensions qui sont crues au quotidien, et quelque part, on a un corps qui nous apparaît comme ne pas ou n'évoluant pas avec son environnement, comme s'il était décorrélé d'un extérieur et d'un intérieur. Et il est probable que dans les années qui viennent, on ait des rituels. On en parle beaucoup, je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux. On a des rituels de plus en plus qui nous permettent de retarder les effets de l'illusion, qui est que je suis né à un moment par cette fragmentation de la réalité qui fait apparaître ce corps, qui est basé sur des sons, qui est basé sur des lettres, qui est basé sur des mots, qui est basé sur des phrases, si vous avez bien suivi ce que j'ai partagé tout à l'heure, hein. Parce qu'on dit ce corps, c'est un mot, même deux mots. Hein. On dit ce cerveau, c'est bien à nouveau deux mots également. Hein. Et bien qu'on arrive à des rituels qui nous affranchissent de cette illusion en fait du temps et donc probablement qui retardent les effets du vieillissement. Plus on avance et plus ça me paraît évident. Hein. Et même qu'on s'affranchisse de l'idée de vieillir aussi. Alors après, avec les effets qu'on ne connaît pas, on verra au quotidien. Peut-être que là, le visage que vous avez là, ou même celui de Julien, peut-être qu'il sera très proche de ce qu'il est dans 10 ans ou dans 20 ans, etc. Et effectivement, comme tu le disais, ce qu'on appelle la mort physique n'est que la mort d'une illusion d'être ce corps. Et en ayant vécu une EMI il y a maintenant plus de 4 ans, je peux vous assurer qu'en fait, la conscience, elle, est totalement pérenne. Hein. Ce corps, lui, tout à coup, montre sa supercherie, mais la conscience, elle, qui englobe tout, qui enveloppe tout, elle reste totalement pérenne. Elle ne subit aucune modification, mise à jour. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution de la conscience. On parle de méga-conscience, de supra-conscience, de super-conscience, etc. Il n'y a pas d'évolution de la conscience en soi, puisqu'en fait, elle reste intacte. C'est la vérité, toujours vraie. Et c'est ce qu'on voit dans beaucoup de témoignages, et le tien aussi, de personnes qui sont soit passées voilà, en EMI ou ont vécu des morts imminentes et sont revenues. Il y a une idée de grand apaisement, il y a plus d'enjeux, il y a plus de peur, il y a une espèce de plénitude immense et de joie, parce qu'effectivement, nous sommes le grand tout à cet instant-là, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'une temporalité, d'une conscience personnelle qui disait j'ai un avant, j'ai un après, tout ça en fait est totalement fondu dans l'espace. C'est-à-dire il y a un rebranchement qui se fait et on sort de cette illusion et de ce rêve. Mais cette illusion, elle est très tenace au quotidien parce que si vous avez remarqué, même si là je vous le dis intellectuellement, tant qu'on n'est pas passé notamment dans nos rituels, dans nos mantras, etc., bah, je vous assure que cette supercherie, cette illusion, elle va être très très efficiente au quotidien, très très efficiente, je vous assure. Intellectuellement, vous ne pourrez pas sortir de ce schéma. Pourquoi? Parce que l'intellect se base toujours sur une double dimension, c'est-à-dire une double vérité. C'est-à-dire que l'intellect dit je suis là et j'observe quelque chose à l'extérieur, et si elle est à l'extérieur, je peux le comprendre. Et donc, je peux avoir un raisonnement, je peux avoir une théorie, je peux avoir une idée, une pensée, etc. Donc, notre conscience qu'on dit intellectuelle, qui est notre conscience personnelle, elle ne peut fonctionner que dans un cadre temporel. S'il n'y a plus de temporalité, il n'y a plus de conscience cognitive, mentale et intellectuelle. C'est ça qui est intéressant aussi.
Et ce qui hein. peut faire aussi énormément peur d'accéder à genre, tu vois, genre, C'est la terrifiant. conscience, c'est terrifiant. Donc il y en a plein, C'est effectivement, ça. c'est plus, ça nous sécurise, ça nous protège parce que ça nous ferait peut-être complètement vriller de vivre Oui. certaines expériences. Tout le monde n'est pas appelé à ça aussi pour moi, je me Non, dis tout quoi. à fait. Il y a véritablement un chemin qui peut nous appeler à un moment et on a besoin de tout. Pourquoi? Parce que ceux qui ne le vivent pas, si vous avez bien suivi ce qu'on s'est dit tout à l'heure, la comparabilité, ceux qui ne le suivent pas permettent à ceux qui le vivent de le savoir. On n'est plus dans un je sais unique qui est limité à ce corps, on est dans un je sais global, en fait. C'est-à-dire, tout ce qui apparaît est utile pour chacun des points de vue. Ouais. C'est-à-dire que celui qui ne vit pas le chemin le sait parce que certains le vivent, et celui qui le vit le sait parce que certains ne le vivent pas. Tout est relié, en fait. Ouais. Tout est assemblé. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, se battre contre le monde vous permet d'être ce que vous êtes. Vous voyez? Le monde tel qu'il est aujourd'hui vous permet de vous définir, si je puis dire, comme Oui. vous êtes. Et s'il y a plus de ce monde, ben il y a plus de toi et il y a plus de moi, même si ça vous paraît une aberration. Je vous assure que c'est vrai. C'est pour ça que les films où on voit qu'il reste plus qu'un être au monde, c'est un peu une illusion parce que pour justement en apparaître, il faut qu'on soit au moins deux. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'un moi va apparaître si un toi apparaît et inversement. Et ça, c'est vraiment très aidant au quotidien parce qu'on se bat sur les valeurs aujourd'hui dans ce monde où on estime qu'on a la meilleure vérité. C'est toujours le débat qu'on avait tout à l'heure, qui est pas un débat, qui est juste une observation. Hein, où on se bat effectivement sur des vérités, puis on se rend compte que je ne peux avoir ma vérité que si l'autre a la sienne et inversement. Et là, tout à coup, on se serre la main. Ouais, exact. On avance ensemble. Et j'avais Ouais. envie de terminer aussi sur une réflexion que j'ai eue par rapport à ce que tu partageais. C'est très juste, si on pense à passer tout seul, il y a forcément, tu vois, la conscience où il y a un mouvement qui nous emmène vers des images de notre passé, vers le présent, Oui. vers le futur. Tu Oui. vois, il y a quelque chose tout de suite qui vient ranger parce que le mot, on l'associe à autre chose. Mais si on garde Oui. le mot que passé, Oui. normalement, il n'a pas d'impact, tu vois, il est Non, neutre. non, c'est Quoi. juste, c'est un mot, c'est une information, mais qui te dit peut-être que c'est avant toi, mais ça reste une information. Ouais. Uniquement une information, ce n'est pas une réalité. Je ne sais pas si vous faites la différence entre les deux. Hein. C'est-à-dire que les informations, on est aujourd'hui dans une réalité de compensation parce que comme la vérité extérieure ne semble pas correspondre à notre vérité intérieure, eh bien la façon qu'on a eu de trouver une une espèce de survie intérieure, c'est de se dire qu'on savait quelque chose, ce qui compense le fait qu'on soit pas partout en termes de vérité. On dit je sais, je sais, je sais, je sais. On le dit pas, on le pense, on le ressent. Hein. Ça permet de artificiellement remplir le cœur en se disant mais finalement je ressens moins de vide de vérité quand je ressens je sais. C'est un artifice, ça fonctionne bien, mais ça permet de pas avoir ce vide. Tant qu'on n'a pas contacté ce vide de vérité, ce manque de vérité, on ne peut pas connaître véritablement l'arrière-plan de la réalité et comment la vie fonctionne réellement. On vit juste dans une interface, un espèce de rêve, c'est pas péjoratif, on a besoin de vivre ce rêve pour vivre l'arrière-plan. Les deux, en fait, sont corrélés. Tout est utile. On revient toujours à la même idée. Et comment vos mantras fonctionnent justement pour éviter cette association qui peut nous emmener vers le mal-être, vers le bien-être quand on a des mots, peur, comme tu disais à un moment dans un épisode, peur seule, déjà va vachement décomposer et nous empêcher de nous connecter à j'ai peur ou tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais dans l'idée comment on arrive à ne pas créer naturellement cette association. Si je parle de passé, je peux revenir à mon trauma peut-être instantanément, tu vois, parce que j'ai ce mot qui vient activer l'association, quoi. Est-ce que les mantras aident à sortir de ça, quoi? L'idée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que la conscience, elle passe de points GPS à des points GPS dans l'espace. Imaginez qu'au quotidien, on soit en mesure de créer des points GPS qui créent en permanence une forme de convergence dans notre réalité, qui ne se disperse pas dans tous les sens et qui ne vit pas des directions dans tous les sens en permanence. Par exemple, quand vous êtes dans une situation, vous aimeriez peut-être que votre compagnon, votre compagne fasse des choses qui aujourd'hui vous manquent, etc. Donc il y a bien une direction à votre vie. Hein. Imaginez que vous ayez, par exemple, un exercice qui est basé sur une phrase ou sur une question qu'on appelle des mantras et que vous les répétiez, qui vous fasse modifier les points GPS de ce mouvement de vérité qui vous dit ma vérité intérieure doit s'imposer à l'extérieur. Et que justement, ces mantras
transforme totalement ces points GPS dans l'espace et que ça devienne un chemin par lequel vous passez plus régulièrement parce que vous le répétez au quotidien. C'est un peu comme la neurologie. Il y a plus de chances, probabilité, en physique on parle de probabilité, il y a plus de probabilité que vous passiez par ces points GPS au quotidien, parce que vous les connaissez mieux, votre conscience les connaît mieux, etc. Et ça se fait plus spontanément au quotidien. Et c'est ce Ouais. qu'on note depuis des années, c'est qu'il y a des chemins par lesquels on passe en termes de conscience, des points GPS reliés les uns les autres, et qui créent moins de dispersion. Quand vous posez la question à l'IA, elle dit là je sens moins de dispersion dans ce texte écrit dans ce langage, et elle dit je sens comme une convergence vers un cœur, vers un cœur, vers un centre. C'est exactement ça. Ouais. Voilà. Donc on continue à œuvrer pour trouver, pour parfaire cet art du langage de la conscience, qui nous permettent de créer des points, des chemins différents dans l'espace de la conscience, et qui, comme un muscle que l'on entraîne tous les jours, eh bien en fait ces chemins sont ceux-là qui, on a tendance à plus passer par cela au quotidien, plus que par d'autres. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et ça vient coder, recoder du coup notre réalité. Une forme de codage, une effectivement. forme de codage. Mais qui ne se situe pas au niveau neurologique et pas au niveau sensoriel. Ça va se situer vraiment dans l'espace qui précède cela. C'est-à-dire l'espace de conscience dans lequel tout apparaît. Ouais, non, c'est passionnant et c'est super clair. Merci beaucoup Stéphane, il était vraiment chouette cet épisode. Puis on comprend beaucoup mieux aussi pourquoi si on a le passé qui reprend le chemin classique quand on est tout le temps en train de le ramener et d'en parler dans les coaching, thérapies classiques, effectivement, on le fait que raviver le chemin, l'emprunter. Exactement. Quoi. Tout à coup, on rappelle qu'on a un avant. Oui. Donc, en fait, c'est comme si on imprimait cette temporalité 2 fois, 10 fois, 100 fois, 200 fois plus. En fait, on se mord la queue totalement en thérapie aujourd'hui. C'est pas une anomalie. On a besoin de le vivre pour s'en apercevoir. Mais on est un peu dans une impasse. Donc, si on n'arrive pas à trouver des solutions dans une interface visible, peut-être que la vie nous invite à vivre justement au-delà de cette interface visible. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et on n'est pas les seuls, évidemment. Génial. Merci beaucoup Stéphane pour ce bel épisode, un peu plus long que d'habitude, mais voilà, quand ça prend sa place et que ça se déploie, c'est très riche et très apprenant et vraiment sympa à échanger avec toi. Comment tu repars? Est-ce que tu as un dernier mot plutôt à nous partager avant de terminer? On est en train de vivre un grand switch. Alors je dis nous parce que comme vous avez peut-être saisi qu'en fait on n'est pas vraiment séparés les uns les autres, on est vraiment dans un seul et même champ de conscience où apparaissent des corps. C'est plutôt comme ça que ça se passe, des formes qui sont des mots, si vous avez bien saisi. On est dans un grand mouvement qui petit à petit s'affranchit des contingences intérieures et extérieures, une vérité intérieure qui devrait s'imposer à une vérité extérieure, parfois c'est l'inverse, où on dit non, cette vérité extérieure va s'imposer à ma vérité intérieure, ça donne la culpabilité, la honte notamment. On est en train petit à petit de s'affranchir de cela et de percevoir que si on veut vivre une vie fiable, sécurisante et toujours vraie, cette dimension de toujours vrai, ça paraît peut-être un petit slogan comme ça, passe-partout, mais c'est capital, cette dimension de toujours vrai. Eh bien, petit à petit, on est en train de vivre ce switch où, au lieu de vivre cette double vérité, on est en train de passer vers une vérité qui est unique, une vérité qui est toujours vraie. Et je vous assure que ce chemin, il est terrifiant au départ. On ne vit pas de chemin spirituel sans choc, pour moi. C'est impossible, aujourd'hui. Sans être choqué par ce que nous révèle la vie. Passer de ce visible à cet invisible. Et ce chemin, il est terrifiant au départ, mais alors ça peut prendre le temps, là on parlait de temporalité, le temps que ça prend, peu importe, à l'échelle de l'éternité, c'est pas grand-chose. Mais ce qui est important, je pense qu'il fait la différence dans le chemin, c'est malgré la terreur, de poursuivre, quoi qu'il arrive. Ça s'appelle la foi. Et ça demande du courage. Vraiment, je vous assure. Exactement. On est en train de passer petit à petit vers quelque chose qui est une vérité qui est logée au centre du cœur et qui est infaillible. Et c'est ce dont nous ont parlé tous les maîtres et les sages depuis déjà un bout de temps. Depuis la nuit des temps. Voilà. Et à mon avis, l'humanité est en train petit à petit de pointer vers cela.
Ça n'est plus l'apanage des sages et des maîtres. Oui, oui, Mais oui. ça prend un certain temps. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup Stéphane encore pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne et puis aussi à regarder dans la description pour aller plus loin avec Stéphanie et Stéphane et ce qu'ils nous proposent. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Yes, à bientôt.